cède maintenant la parole au député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la première ministre à la jeunesse. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est un immense honneur pour moi de faire une première intervention d'envergure dans le Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Vous le savez, une campagne électorale est certainement une épreuve d'endurance hors du commun. Le jour de l'élection, lorsque vous apprenez que les électeurs de votre circonscription vous ont choisi pour les représenter, vous éprouvez une grande joie, un brin de fierté. Et puis vous sentez le poids des responsabilités qui commencent à se poser sur vos épaules. Lorsque vous constituez votre équipe, que vous prenez possession de vos bureaux, que les citoyens sollicitent votre aide pour une problématique personnelle ou l'avancement d'un dossier, vous comprenez que votre fonction n'a pas son pareil dans notre société. Mais ce n'est véritablement que lorsque vous vous levez en cette Chambre pour vous adresser à l'ensemble de la députation nationale et plus largement au peuple québécois que vous saisissez pleinement les devoirs qui vous incombent en tant que député, soit voter les lois qui gouvernent la nation et contrôler l'action gouvernementale. Et il ne s'agit pas là d'une mince affaire. Il s'agit certainement d'une des plus lourdes responsabilités citoyennes auxquelles un individu peut être convié dans sa vie. Ainsi, Madame la Présidente, je souhaite une nouvelle fois vous remercier les électeurs de Laval-des-Rapides qui m'ont accordé leur confiance à la dernière élection. D'ailleurs, je souhaite le mentionner d'emblée. Je serai au mieux de mes capacités le député de tous les citoyens de Laval-des-Rapides. Bien sûr, comme l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, j'ai mes inclinaisons politiques et les citoyens de ma circonscription le savent. Mais ceux-ci peuvent tous s'attendre à la même attention, la même rigueur et le même dévouement de ma part et de celle de mon équipe. Surtout, je crois que je rendrais un bien mauvais service aux citoyens de ma circonscription et envers la démocratie québécoise si je n'étais pas au diapason de mes convictions les plus profondes de mon action de député. J'entends donc me laisser guider par ma conscience lorsque je m'exprime et je vote au sein de cette Assemblée. J'aimerais également, Madame la Présidente, remercier la Présidence d'avoir fait référence à ma qualité de plus jeune parlementaire lors du discours qui a suivi votre élection. J'y vois la reconnaissance de votre part de l'apport de l'arrivée de jeunes au sein de la politique québécoise. Et je crois que tous ensemble, nous pensons que ceci peut être bénéfique à la santé de notre démocratie. Pour ma part, sachez que j'ai bien saisi votre message selon lequel nos concitoyens voulaient une élévation des débats au sein de cette Chambre. Je m'engage donc, devant cette Assemblée, à ne pas caricaturer et déformer les propos de mes adversaires politiques. L'invective ne fera pas partie des outils que je compte utiliser pour débattre des idées et des projets de loi qui sont étudiés par cette Chambre. De ces manières, j'entends contribuer au rehaussement du débat politique québécois. Il y a quelques instants, je disais que j'allais laisser ma conscience dicter ma conduite au sein de cette Assemblée. Mais rassurez-vous, Madame la Présidente, ma conscience est tout à fait compatible avec les compromis, notamment ceux qui sont rendus nécessaires par notre statut de gouvernement minoritaire. À ce sujet, il faut saluer le discours d'ouverture de la première ministre de l'histoire du Québec. J'ai décelé une volonté véritable de travailler avec les partis d'opposition. Puisse cet appel être entendu par les parlementaires de tous les horizons. Plus encore qu'un appel à la coopération, j'ai vu dans le discours d'ouverture de la première ministre un véritable énoncé des priorités des Québécois. En nous attaquant à la corruption qui a miné notre démocratie depuis trop longtemps déjà, nous redonnerons confiance à des citoyens qui ne demandent qu'à reprendre confiance envers leurs institutions. En prenant les moyens pour accélérer la croissance économique dans une perspective durable, nous visons à mettre en place les conditions pour que tous puissent avoir aux standards de vie nord-américains, et ce, pour les générations à venir. En redonnant à la solidarité la place qu'elle mérite au sein de notre société, nous nous assurons que tous les citoyens, peu importe leurs conditions, puissent bénéficier des fruits de notre richesse collective. Et en misant sur notre identité, que ce soit par le rayonnement de notre langue, notre présence internationale ou la force tranquille de nos valeurs, nous travaillons à ce que le Québec prenne la place qui est la sienne, car il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il exprime sa culture, sa diversité et sa différence. Certains seront peut-être en désaccord avec les moyens que le gouvernement utilisera pour faire face à ces problèmes. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de collègues pour affirmer que ce gouvernement
ne travaille pas en adéquation avec les priorités de nos concitoyens. En conséquence, Madame la Présidente, je vais voter en faveur de la motion déposée par la Première ministre disant que l'Assemblée nationale approuve la politique générale du gouvernement et j'invite tous mes collègues à en faire de même. Madame la Présidente, lors de la composition de son équipe, la Première ministre m'a fait l'honneur de me nommer adjoint parlementaire à la jeunesse, avec le mandat de combler le fossé qui a pu apparaître entre les générations au courant des derniers mois. J'entends m'attaquer à cette tâche avec enthousiasme. Certains me demanderont peut-être comment on peut rétablir un pont qui a été rompu entre les générations. Je crois que nous pouvons y arriver en travaillant sur deux thématiques principales. D'abord, rendre le Québec plus juste, notamment en misant sur notre système d'éducation. L'éducation est la meilleure manière, pour un individu comme pour une nation, d'élever sa condition et d'aspirer à une vie plus épanouie. Elle doit donc rester la plus accessible possible, et ce, à travers les générations. Déjà, le gouvernement a aboli, comme il s'y était engagé, la hausse des droits de scolarité qui menaçait directement l'accessibilité aux études supérieures. Le gouvernement a également abrogé les dispositions de la loi 12 qui s'attaquaient directement à la survie des associations étudiantes, un des rares organismes gérés par et pour des jeunes. Je m'en réjouis. Le mouvement de protestation qui a secoué le Québec n'aura donc pas été vain. Mais il faut faire plus. C'est tout le système d'éducation supérieure qui a besoin d'un sérieux exercice de réflexion. Le sommet sur l'éducation supérieure qui s'amorce bientôt sera une occasion en or pour le Québec d'atteindre cet objectif. Près de 50 ans après le rapport Parent, nous travaillerons à définir ce que nous voulons comme système d'éducation supérieure, et ce, dans sa globalité. J'invite donc les jeunes et les moins jeunes à utiliser cette tribune pour exprimer leur vision et leurs valeurs qu'ils souhaitent voir dans le dossier de l'enseignement supérieur. L'énergie qui a été déployée au printemps peut aussi trouver sa place dans un exercice démocratique comme celui du sommet. Je peux vous donner l'assurance que nous écouterons et prendrons sérieusement en compte l'ensemble des opinions qui y seront présentées. Madame la Présidente, la construction des ponts entre les générations ne passe pas uniquement par la question de l'enseignement supérieur, bien au contraire. Il faut trouver des moyens de faire en sorte que les jeunes générations sentent qu'ils ont accès aux mêmes chances professionnelles que leurs parents. Pour ce faire, il faut par exemple inculquer une culture de la relève au sein de l'administration publique, que ce soit au sein des ministères ou des sociétés d'État. J'entends utiliser tous les leviers à disposition pour faire avancer cette cause. Mais le développement des ponts entre les générations ne se fait pas dans un sens unique. Les jeunes doivent aussi montrer qu'ils se soucient du sort de la société qui les entoure, notamment des aînés qui ont donné naissance à cette société. Le bénévolat reste, à mon sens, un des meilleurs moyens pour les jeunes de redonner à la société ce qu'ils reçoivent. L'État peut certainement agir pour encourager cette pratique, voire même la reconnaître d'une manière plus officielle. Je compte explorer les voies possibles pour atteindre cet objectif. Madame la Présidente, je disais plutôt qu'il y avait deux thématiques sur lesquelles je souhaitais travailler dans une optique intergénérationnelle. La deuxième est celle de rendre le Québec plus vert. L'empreinte de l'humain sur la biodiversité, si nécessaire à la vie, se fait de plus en plus grande. Souvent, les impacts de nos modes de vie laissent des traces qui, telles des cicatrices, marquent notre environnement à notre plus grand détriment collectif. Nous ne pouvons poursuivre dans la même logique éternellement, surtout lorsqu'on se soucie du sort de la planète et de la planète que nous laisserons aux générations à venir. Déjà, le gouvernement a posé des gestes qu'il faut saluer. Notons par exemple la fermeture de la centrale Gentilly 2, dont le Québec n'avait pas besoin pour assurer son avenir énergétique, et surtout laquelle nous n'avons pas besoin lorsqu'on connaît les impacts que l'énergie nucléaire peut avoir sur la santé. En effet, en plus de réduire à zéro le risque d'un accident nucléaire, nous arrêterons de produire des déchets nucléaires que devront gérer nos descendants pour les décennies et même les siècles à venir. Aussi, l'adoption d'un moratoire sur l'extraction des gaz de schiste s'imposait à l'esprit. Un faisceau d'indices pousse à penser que l'exploitation de cette source d'énergie ne peut encore être effectuée sans engendrer des impacts sérieux sur l'environnement. Dans ce cas particulier, le principe de la précaution n'est pas un luxe. Mais, Madame la Présidente, la question de l'environnement ne se résume pas à ces deux questions. Cela va beaucoup plus loin. Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d'eau potable dans le monde. Si le Québec était un pays, il serait le troisième plus grand consommateur d'énergie par personne au monde. Entre 1998 et 2008,
notre production de déchets a augmenté de 46 pour s'établir en 2008 à 13 033 000 tonnes. Récemment, le commissaire au développement durable nous apprenait que les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ont augmenté de près de 25 entre 1990 et 2005. Surtout, il a souligné qu'il était bien improbable que la cible québécoise de réduction de 6 des émissions totales en dessous du niveau de 90 soit atteinte. Dans mon esprit, il n'y a pas de doute. Notre société doit changer ses mentalités et habitudes de vie. Je travaillerai donc avec mes collègues à la formulation de mesures et de projets qui nous permettront d'évoluer vers de meilleures pratiques environnementales. En 2012, travailler au développement durable, ce n'est plus un choix. C'est l'ultime expression de l'équité entre les générations. Madame la Présidente, je suis venu en politique parce que je considérais que c'était la meilleure manière de changer les choses à la mesure de mes modestes capacités. Dans les derniers mois, j'ai rencontré des milliers de citoyens qui fondent beaucoup d'espoir sur notre gouvernement. Que d'encouragement, que de bons mots, que d'échanges fructueux et d'agréables moments en compagnie de mes concitoyens. En prononçant ce discours, je mesure encore une fois le poids de ces espérances. Je veux leur dire que je travaillerai chaque jour et sans relâche pour être à la hauteur de leurs aspirations. Madame la Présidente, au soir de mon élection, je m'engageais formellement à être la caisse de résonance des aspirations, des ambitions et des préoccupations des jeunes, autant à l'Assemblée nationale qu'au sein de ma formation politique. Je leur demandais en retour de continuer à se mobiliser, à débattre et à s'investir dans la chose publique. Je veux leur réitérer aujourd'hui cette invitation. L'avenir du Québec compte sur leur énergie et leur vaillance. Le Québec, notre pays, en a bien besoin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Laval-des-Rapides.